Bonsoir ou rebonsoir. Beaucoup de personnes, en fait, quand elles guérissent, rebonsoir Elodie, lorsqu'elles guérissent d'une maladie, eh bien quelque part, elles ont aussi avancé personnellement, hein. Il y a beaucoup de personnes, en fait, des fois, c'est une remise en cause complète, c'est une réorganisation sur le plan social, que ce soit dans leur job, que ce soit au niveau familial. Et en fait, en effet, souvent une pathologie lourde, hein, je dirais comme le cancer, eh bien ça peut vraiment métamorphoser les personnes et puis leur entourage, quoi. Donc là, cette deuxième partie, eh bien, c'est plus propre justement au cancer. Donc s'il y en a parmi vous, bah, c'est toujours pareil, qui ont des questions à me poser, bah, n'hésitez pas sur le chat, hein, je suis là pour y répondre. Et donc cette thématique m'est venue parce que j'ai des personnes qui m'ont consulté et en effet, elles avaient une demande très précise, sauf que quand je teste, eh bien, je m'aperçois que la personne n'est pas 100% OK par rapport à sa demande. C'est-à-dire qu'une personne peut venir me consulter et me dire, bah voilà, j'ai telle problématique, je veux aller mieux, je veux pouvoir avancer, je veux ne plus souffrir, voilà, c'est ça en fait la demande. Sauf que inconsciemment, donc la personne ne le sait pas, mais inconsciemment, elle n'est pas 100% OK avec sa demande. C'est-à-dire que, je dis pas que c'est toutes les personnes qui sont comme ça, ce sont des personnes qui m'ont consulté, mais en effet, il y a des freins, il y a des petits blocages inconscients qui font que la personne, eh bien, quelque part, elle n'ira pas forcément mieux, en tout cas tout de suite, puisqu'il y a vraiment des choses qui la retiennent, qui l'empêchent de faire en sorte, eh bien, en effet, de guérir. Alors parmi ces choses-là, il peut y avoir des culpabilités inconscientes, il peut y avoir en fait une notion où, j'ai eu ça récemment, des notions d'auto-sabotage. Il peut y avoir aussi des notions de, bah, en fait, depuis que je suis malade, on fait plus attention à moi. Depuis que je suis malade, en fait, on s'occupe de moi. Ce sont des mécanismes inconscients, en fait, qui se mettent en place et qui font que quelque part, eh bien, la personne n'arrivera pas à aller mieux à 100%. Peut-être qu'elle va avoir un bonsoir Bénédicte, bonsoir Moulette. Peut-être qu'elle arrivera en effet à avoir un mieux, 10, 20, 30, 50% de mieux, mais elle n'arrivera jamais à 100% de guérison. Donc ce sont des blocages inconscients que la personne ne peut pas maîtriser. Par contre, c'est sûr qu'en séance, ça sort directement. Et je dirais que on ne va pas chercher l'origine émotionnelle de la maladie, ou en tout cas à faire en sorte d'attaquer de front la pathologie, tant que les blocages inconscients qui empêchent la personne d'être à 100% dans sa demande de guérison ne sont pas levés. Là, récemment, j'ai une personne qui me contacte, elle me dit, bah oui, ça fait 20 ans, 30 ans que je souffre de ça. Je lui dis, ok, ça marche. Mais en fait, quelque part, quand elle me consulte, elle me dit, bah, je suis déjà allé voir X praticiens, j'ai dépensé je ne sais pas combien de centaines, peut-être même des milliers d'euros. Et aujourd'hui, bah, j'ai toujours des choses qui vont pas, je ne me suis pas remise à 100% de ma pathologie. Bah, je lui dis, ok, qu'est-ce que vous attendez de moi? Bah, qu'il y ait du mieux, qu'il y ait quelque chose, voilà, que peut-être trouver des réponses, des choses comme ça. Mais en fait, quelque part, sa demande n'est pas forcément très claire. Même pour elle, elle n'est pas claire. Alors pour moi, elle l'est encore moins, mais justement, mon job, ça consiste à aller chercher vraiment qu'est-ce qu'elle attend de moi. Quel est son souhait par rapport à la séance qu'on va faire. Parce que si on passe une heure ensemble, c'est pas pour discuter de la pluie du beau temps, quoi. C'est que moi, je veux vraiment que la personne soit à 100% dans sa demande. Et là, bah, c'est vrai qu'au fond d'elle, souvent, la personne peut avoir une réelle envie de se libérer de ce qui l'a fait souffrir, de se libérer de sa maladie. Sauf que, étant donné que ça fait tellement longtemps qu'elle est dans ses souffrances, qu'elle est dans ses handicaps, ou bien qu'elle est voilà, à être peut-être mise un peu de côté sur le plan social, parce qu'il y a certaines pathologies qui sont très très invalidantes, eh bien elle n'y croit plus trop. Donc, première chose, c'est d'aller, non pas donner de l'espoir, mais qu'elle se connecte à son énergie de je vais mieux, euh, je veux aller mieux, et ça va aller mieux. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Parce que si la personne n'y croit plus trop, bah, la séance, ça sera du plus trop. Mais si par contre la personne y croit à 100%, eh ben, je dirais, là, j'ai pas la prétention qu'en une heure, on va solutionner tous ces problèmes et qu'elle va guérir à 100%, mais elle a commencé une démarche où avec moi, eh bien, on va faire en sorte que sa demande soit complètement réalisée. Quelle que soit la pathologie, et là en l'occurrence ça peut être des cancers. Par exemple,
une personne qui m'a contacté parce qu'elle avait un cancer au niveau de l'hypophyse. Et puis en fait, ça a créé une pathologie qui crée des traits au niveau du faciès qui sont beaucoup plus gros. Ça crée des grosses mains. Et ça faisait une dizaine d'années que ça durait. Alors je lui dis, ok, ça s'appelle de l'acromégalie. Je lui dis, ok, depuis quand c'est arrivé? Alors elle me dit, bah, ça fait une dizaine d'années, ça marche. Mais est-ce qu'il y a une date plus précise? Oui, alors ça fait 11 ans. Ok. Et sachant qu'en fait, elle avait déjà eu des rayons, là on lui proposait de lui faire de nouveau des rayons, mais elle ne le souhaitait pas, parce que bah, elle sait que au niveau du cerveau, je veux dire, il faut quand même que les rayons soient super bien ciblés. Il y a des personnes qui peuvent perdre la vue à cause des rayons, il peut y avoir énormément d'effets secondaires, donc il y a vraiment une remise en cause par rapport à ça. Je ne dis pas que tout le monde va avoir des effets secondaires, mais c'est un paramètre à prendre en considération. Et normalement, lorsque vous allez dans un établissement hospitalier, vous avez la charte du patient hospitalisé, où dans cette charte est stipulé que le patient, l'hôpital doit respecter le patient, et le patient a des droits. Donc je vous invite vraiment à lire la charte du patient hospitalisé, et s'il y a des choses que vous ne voulez pas avoir, que vous ne voulez pas faire, eh bien vous êtes en droit de vous faire respecter par rapport à ça. Donc elle ne voulait pas de rayon. Bah, je lui dis, ok, c'est ton choix. Maintenant, on va aller voir quelle est l'origine émotionnelle de ton acromégalie. En décodage biologique des maladies, l'acromégalie, c'est quoi? C'est à un moment, la personne s'est sentie impuissante à se défendre. Moi, je sais cette information-là parce que je suis formateur en décodage biologique des maladies. C'est pour ça que je fais une formation en mai, du 12 au 16 mai, à ce sujet-là. C'est une formation qui est ouverte à tout public. Impossibilité à se défendre. Impuissance à pouvoir se défendre. Je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé il y a 11 ans? Elle me dit, j'ai été licenciée. Ok. Elle me dit, j'étais femme de ménage dans un hôtel, je travaillais avec une collègue, et puis ce qui se passe, c'est que cette collègue, en fait, est venue baver sur moi auprès des directeurs. C'est-à-dire qu'elle m'a vraiment cassé du sucre sur le dos. Ça, elle ne l'a pas su tout de suite, elle l'a su a posteriori, évidemment. Elle m'a vraiment démonté auprès des gérants qui l'appréciaient avant, et elle aussi, elle appréciait ses patrons. Et donc, en fait, ces gérants, quasiment du jour au lendemain, lui ont dit, bah non, là, on n'a plus besoin de toi, on veut plus de toi, il y a trop de trucs qui vont pas, t'es licencié. Donc pour elle, ça a été un choc parce que c'est une personne, je dirais, c'était un métier, je dirais, relativement, euh, qui quelque part la valorisait, parce qu'elle se sentait utile dans son métier, parce qu'elle prenait soin des chambres des différents clients de l'hôtel, parce que aussi elle s'entendait bien avec les gérants de l'hôtel jusqu'à ce moment-là. Bonsoir Bénédicte, bonsoir Joël. Et donc, elle ne s'est pas sentie capable de se défendre parce qu'elle avait tellement d'accusations, quelque part. Les gérants avaient tellement de choses à lui reprocher qu'elle s'est sentie impuissante à se défendre. Mais cette sensation d'impuissance à se défendre, c'est directement venu frapper au niveau de son inconscient. Elle a commencé à engager ce qu'on appelle un programme biologique des survies. Ah ok, je me sens impuissante, incapable de me défendre. Et bien à ce moment-là, mon hypophyse va produire plus d'hormones de manière à ce que je paraisse moi-même plus puissante, à ce que j'ai beaucoup plus de volume au niveau des mains, du nez, le nez épaté et le visage plus gros. Alors il y en a qui disent que les frères Bogdanov en fait souffrent de cette pathologie. J'y adhère pas trop. À mon avis, il y a plus de la picouse à droite à gauche, mais pourquoi pas. C'est juste que le cerveau ne se trompe jamais. Pourquoi est-ce que un cerveau commanderait en effet aux mains d'avoir une apparence beaucoup plus grosse, de paraître plus puissante et un visage plus puissant? Eh bien c'est parce que c'est pour répondre à ce conflit émotionnel de j'ai ressenti de l'impuissance à pouvoir me défendre. La séance a consisté en effet à aller chercher les ressentis émotionnels inconscients qu'elle avait eus pendant cette période-là, de la libérer grâce à ma technique des constellations familiales et systémiques. Je pense que quelqu'un en hypnothérapie fera exactement le même boulot, et sûrement qu'en kinésiologie, ça serait exactement pareil aussi. Et puis après, forcément, je dirais, c'est pas tout le monde qui peut ressentir cette impuissance à se défendre. C'est que cette femme-là, quelque part, elle porte en elle des blessures, comment dire, d'impuissance, mais peut-être aussi que c'est quelqu'un qui ne se sent pas forcément très solide, quoi. Donc, on est allé chercher des mémoires en relation avec des dévalorisations. Est-ce que c'est pas une personne qui, quelque part, portait en elle des dévalorisations issues de ses ancêtres? Donc là, on parle de transgénérationnel et de psychogénéalogie. Ok, toc. On est allé la déprogrammer de loyauté envers de dévalorisation qu'ont pu vivre les femmes
dans son clan. Ça peut être sa mère, sa grand-mère, ses arrière-grand-mères, bref. On a fait toute la lignée féminine, dévalorisation de la lignée féminine. Et puis après, on est allé chercher par rapport à son mari, parce qu'il n'y a pas que le métier en fait, il y a son environnement, comment est-ce qu'elle se sent par rapport à son mari, par rapport à sa famille, etc., etc. Bref, vraiment de déprogrammer tout un tas de dévalorisation, tout un tas d'impuissance. Et quand elle m'a recontacté quelques mois plus tard, elle m'a dit « Je n'ai pas fait les rayons, je ne ferai pas les rayons ». Et quand elle a eu sa prise de sang par rapport à son taux hormonal, elle m'a dit « Tout est redevenu normal, tout est OK ». Donc la tumeur qu'elle avait au niveau de l'hypophyse, elle n'agit plus. Alors elle ne m'a pas parlé si elle avait fait un scanner ou un IRM du cerveau, mais de toute évidence, on a déprogrammé son cerveau, on a déprogrammé son inconscient qui exprimait la pathologie. Et bien c'est ce qui va se passer exactement avec toutes les maladies. Donc là ce soir c'est plus le cancer parce que ça touche énormément de personnes. Ça sera une sclérose en plaques, ça sera exactement pareil. Ça sera une polyarthrite, ça sera exactement pareil. Ce que je veux vous dire c'est que grâce à cet exemple, on voit très bien que la personne ne maîtrise rien, elle ne contrôle rien, elle ne sait pas ce qui lui arrive. Elle est victime de sa pathologie. Quand on explique aux gens ce qui se passe inconsciemment, c'est par rapport à leur vécu, et bien d'un seul coup, ok, c'est comme si on avait une bobine de laine, et puis on déroule la bobine de laine jusqu'à arriver au centre, et là, c'est comme si au centre de la bobine de laine, en fait, il y avait quelque chose, jusqu'à arriver à son centre de la bobine de laine, quoi. Mais en effet, faut commencer par un petit bout. Et ce qui se passe, c'est que une personne, comme je vous disais au début, peut avoir des freins inconscients qui vont empêcher sa guérison, qui vont empêcher en fait qu'elle arrive à solutionner son conflit émotionnel. Mais ça, il y a tout un travail en amont à faire, et en effet, certaines personnes vont parler d'auto-sabotage, mais ça, c'est complètement inconscient. Si je reviens par rapport au cancer, en fait, c'est une pathologie où, je vais employer le mot, c'est simple. Soit la personne a un cancer parce qu'elle a vécu pendant X semaines, X mois, X années un conflit émotionnel. Le jour où ça va mieux, elle passe en phase de résolution de conflit, elle déclenche son cancer. Il y avait souvent 0 symptôme pendant ces mois, ces années. Autre phase du cancer, autre possibilité du cancer, c'est la personne vit en ce moment quelque chose de dramatique. Elle vit une énorme contrariété et en fait, du coup, elle a cette pathologie de cancer. Si je prends les cancers du sein, il y en a 2 principaux. Cancer de la glande mammaire, carcinome ou carcinome canalaire, cancer des canaux galactophores. Cancer des canaux galactophores, c'est que la personne a été dans un conflit émotionnel pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Ça va mieux dans sa tête, elle est sortie de son conflit et déclenche son cancer des canaux galactophores. Cancer de la glande mammaire, c'est complètement différent. Une personne qui a un cancer au niveau d'un sein et de glande mammaire au niveau d'un sein, on va chercher si c'est le côté partenaire ou mère-enfant, soit c'est côté partenaire, côté travail, côté mari, côté plus masculin, soit c'est son côté mère-enfant. Et en fonction de la personne, ça sera soit le côté gauche, soit le côté droite. Ça dépend vraiment. Là, après, voilà, faut venir en formation au mois de mai et vous en saurez beaucoup plus pour pouvoir déterminer tout ça. Mais donc, ce sont 2 types de cancers complètement différents et qui interviennent à des moments complètement différents dans la psychologie de la personne. Et donc, du coup, on va les aborder de manière complètement différente. C'est-à-dire qu'une personne qui est là, en train de vivre un conflit émotionnel actif et qui fait un cancer au niveau des glandes mammaires, eh ben, en discutant avec elle, on va s'apercevoir qu'il y a de fortes probabilités pour qu'elle ait peur qu'il y ait quelqu'un de proche qui décède. Il y a sûrement quelqu'un de proche autour d'elle qui est en souffrance. Alors ça peut être une personne qui lui est chère, ça peut être un animal domestique, ça peut être aussi son entreprise. Une femme qui aujourd'hui se dit, là, avec ce qu'ils nous font subir avec les confinements, je risque de perdre mon activité et mon entreprise, mon activité, c'est mon bébé, c'est mon enfant. Elle est en conflit émotionnel actif et elle peut éventuellement avoir un cancer au niveau des glandes mammaires, puisque les glandes mammaires dans le règne animal, ça sert à nourrir l'enfant. C'est ce qui va apporter du lait à l'enfant. Là, c'est pareil, c'est ce qu'on appelle un programme biologique de survie. C'est un réflexe complètement inconscient. La personne ne le maîtrise absolument pas. Il y a évidemment, les femmes peuvent faire un cancer du sein, les hommes aussi. Nous, les hommes, on a aussi des glandes mammaires.
Donc, c'est vraiment déjà deux notions à bien prendre en considération. Et ce qu'il y a, c'est qu'une personne qui demain apprend en effet qu'elle a un cancer, qu'est-ce qui va se passer dans sa tête? Pour certaines personnes, je dirais une minorité, c'est « Ok, je vais me battre contre le cancer, je vais le vaincre. » Super. Donc à ce moment-là, elles sont déjà dans une démarche positive, elles y croient, et je pense qu'elles vont mettre beaucoup d'énergie justement à pouvoir lutter contre le cancer. Sauf que si elles n'ont pas ces notions que c'est quelque part un fonctionnement tout à fait normal de leur corps par rapport à ce qu'elles perçoivent dans leur environnement, que ce soit un cancer actif ou en résolution de conflit, en effet, les traitements médicamenteux qui seront appliqués auront des effets ou pas du tout. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont dire, bah ouais, je récidive du cancer. Bah oui, parce que tu es toujours dans ton conflit émotionnel. Étant donné que tu n'as pas résolu ton conflit émotionnel, c'est normal que ton cerveau envoie toujours l'information à cet organe de manière à ce qu'il y ait prolifération de ces cellules. Par contre, je pense, beaucoup de personnes, aujourd'hui, beaucoup de Français sont hypocondriaques, vont avoir peur d'être malades. Le cancer fait partie de ces pathologies où, à la limite, inconsciemment, beaucoup de personnes se disent « le jour où j'ai un cancer, je suis foutu », alors que c'est pas vrai. Il y a plein de cancers qui se guérissent très très bien, que ça soit sur du court terme ou sur du moyen terme ou sur du long terme, il y a plein de cancers qui se guérissent. Donc en fait, il faudrait déjà mettre l'accent sur le fait qu'il y a plein de personnes, la majorité des personnes guérissent de leur cancer ou guérissent du cancer. Là aussi, c'est pareil. Est-ce que c'est son cancer qu'on fait ou est-ce que c'est un cancer? Est-ce qu'on s'approprie la maladie ou est-ce qu'on... Non, non, c'est une pathologie, mais ce n'est pas la mienne. Quelle est la perception des gens par rapport à leur pathologie? Mais donc, en fonction de la perception qu'on va avoir de sa pathologie, eh bien, inconsciemment, on va pas du tout avoir les mêmes effets, les mêmes choses qui vont se passer. C'est-à-dire qu'on peut avoir ce qu'on appelle un conflit de diagnostic. C'est-à-dire que si pour une... Je vous le dis, parce que ça c'est pour le cancer, ça peut être pour de la polyarthrite, ça peut être pour de la sclérose en plaques, et j'en passe et des meilleurs, ça peut être pour un sida, une personne à qui on va dire, bah non, mais là, tu es séropositive, ok, ça peut être pour tout un tas de pathologies, ça peut être pour des maladies de Lyme, par exemple. C'est-à-dire qu'on fait tout un pataquès de certaines maladies, parce qu'en effet, il peut y avoir beaucoup de souffrance, mais ce n'est pas pour ça que la personne va s'enfermer dans cette souffrance. Il ne faut pas faire d'un cas une généralité, et c'est surtout qu'aujourd'hui, les médias véhiculent vraiment le côté le plus négatif des choses, sans mettre en exergue, sans mettre en avance le fait que, eh ben, il y a plein de personnes qui guérissent, quoi. C'est pas sur 100 personnes malades, c'est pas 80 personnes qui décèdent et 20 qui guérissent. Le 80-20, il est complètement inversé. On n'en est même pas dans du 80-20, c'est 90-10, quoi. Ok? Donc, il faut partir du principe que vous ferez partie des 90 personnes qui vont s'en sortir et pour qui ça ira mieux dans quelques mois. On n'a pas du tout la même vision des choses, quoi, à ce moment-là. Donc, une personne qui apprend du jour au lendemain, c'est comme si le ciel lui tombait sur la tête, quoi. C'est-à-dire que c'est le coup de massue, c'est « Ah putain, j'ai ça ». Tac. Alors, il y a la façon dont va le dire l'oncologue ou le médecin. Si le médecin lui dit en lui disant bah, écoutez, voilà, on a vu que vous aviez des cellules cancéreuses, c'est une petite tumeur bénigne, ou elle peut être bénigne ou maligne, mais en effet, on va poursuivre les examens, on va voir ce qui se passe, mais soyez rassurés, on est spécialisé là-dedans. Voilà, si un spécialiste tient un discours rassurant par rapport à la personne, bah, la personne, forcément, elle va le prendre de manière, je dirais pas positive, mais ok, on va pondérer le stress. Par contre, si vous avez un rhumatologue, par exemple, parce que ça j'ai eu l'exemple avec une de mes clientes, un rhumatologue qui est avec un interne à côté de lui, et puis il regarde les yeux dans les yeux la cliente, et puis lui dit, bah là vous avez une polyarthrite rhumatoïde, et c'est une maladie incurable. Point barre. Bah là la personne elle est démontée. Là c'est la foudre qui lui est tombée dessus, c'est pas le ciel qui lui tombe sur la tête, c'est la foudre. Parce que tout de suite la personne se dit, bah je suis foutu. Donc en fonction du discours du praticien, en fonction du discours du médecin qu'elle va avoir en face d'elle, en fait la personne, bah déjà au niveau du stress, ça va pas du tout réagir de la même façon. Et donc si je reviens sur cette personne à qui la foudre lui est tombée sur la tête, ce qui se passe c'est que elle a commencé, alors elle a mis ça sur le compte des médicaments contre sa polyarthrite rhumatoïde, sauf que ça n'avait rien à voir, c'est-à-dire qu'elle a commencé à gonfler, à prendre du poids.
Alors quand elle est venue me voir, donc ça faisait 4 ans qu'elle avait sa polyarthrite, je lui dis, bah, est-ce que tu as souvent la bouche sèche et gorge sèche? Ah bah, elle me dit oui, j'ai tout le temps ma petite gourde d'eau avec moi, voilà, je bois quelques gorgées, mais bah, je lui dis ouais, mais ça tu vois, tu as toujours des douleurs au niveau de ta polyarthrite, hein, c'est des douleurs qu'elle avait au niveau des poignets et des chevilles. Et bah, je lui dis, tu es en CCR. Alors CCR, vous allez me dire, bah, c'est quoi? C'est un terme hautement scientifique? Non, pas du tout. Ça veut dire qu'elle est en blocage des canaux collecteurs des reins. Elle fait de la rétention d'eau. Ah bon? Mais pourquoi? Et bien là, c'est pareil. En décodage biologique des maladies, les personnes qui vont faire de la rétention d'eau, c'est parce qu'elles sont en mode survie. C'est le conflit de ce qu'on appelle les réfugiés. Vous avez des gens qui ont tout perdu dans leur vie et qui du jour au lendemain se retrouvent vidés de tout et elles passent en mode survie. Et bien, quand vous avez cette sensation que tout vient de vous tomber dessus et que vous risquez de ne jamais vous en remettre, eh bien vous passez directement en mode survie et vous allez faire de la rétention d'eau. Donc vous avez plein de personnes qui peuvent apprendre qu'elles ont un cancer, elles vont se mettre à gonfler, mais vraiment le truc c'est qu'en effet elles font de la rétention d'eau et elles gonflent. Et des fois elles gonflent, ce n'est pas en prenant à cause des corticoïdes, ce n'est pas forcément les corticoïdes qui vont faire la rétention d'eau, qui vont faire qu'elles vont gonfler, c'est parce qu'elles sont en CCR. Donc première chose à faire, on va chercher le blocage émotionnel qui fait qu'elle est en CCR, canaux collecteurs du rein verrouillés. On agit sur sa psyché, sur son inconscient de manière à ce qu'elle ne passe plus dans ce programme biologique de survie, parce que ça, c'en est un aussi. Je me sens perdu, je me sens comme si là j'avais tout perdu, ou en tout cas je me sens complètement abandonné et je suis foutu. Ok, on va basculer dans le sens où, non, inconsciemment, on va la faire basculer dans un sens beaucoup plus positif, ok. Et du coup, ça va déprogrammer ces canaux collecteurs du rein. Parce que ce qui se passe, c'est que du coup, quand une personne est dans ce phénomène de rétention d'eau, il y a un deuxième effet qui se coule, c'est que tous les symptômes de sa pathologie croissent. C'est énorme. C'est-à-dire qu'une personne qui pouvait avoir un début de cancer sur un organe, avec quelques douleurs, mais c'est du jour au lendemain où ça s'amplifie. De même que le jour où la personne se déprogramme au niveau des canaux collecteurs des reins qui sont bloqués, les symptômes diminuent. Et donc cette personne, là dont je vous parle par rapport à sa polyarthrite, on s'est revu un mois plus tard pour une deuxième séance, plus de symptômes de polyarthrite, plus de douleur. Juste uniquement en ayant débloqué ses CCR. C'est génial. D'autres choses qui peuvent faire en sorte qu'une personne va avoir du mal à, inconsciemment toujours, c'est pas volontaire de sa part, mais inconsciemment va avoir du mal à vraiment être complètement dans la guérison. Ok, super Aline. Donc comme quoi la fibromyalgie c'est pareil. On peut très bien vous dire la fibromyalgie, j'ai une personne cet après-midi qui m'a dit j'ai une fibromyalgie, j'ai des douleurs et on n'a pas de solution pour moi. Je lui dis est-ce qu'il y a vraiment eu un diagnostic de fibromyalgie? Elle m'a dit non, ils savent pas trop, ils n'ont pas voulu se fixer. Je lui dis ouais parce que moi quand j'ai une personne qui me consulte et qui a une fibromyalgie, elle a une façon de le dire parce que les souffrances sont vraiment très importantes. Là les personnes quand elles m'en parlent, c'est bon j'ai une fibromyalgie voilà, mais non je veux dire on la sent passer cette pathologie donc ça fait pas semblant et on va pas dire voilà, j'ai une fibromyalgie. Non c'est ok. Juste à l'intonation de sa voix, je sentais qu'elle n'était pas sûre de sa pathologie. En effet, le corps médical n'est pas sûr du tout. Tout comme une maladie de Lyme, aujourd'hui, on va dire à une personne, vous avez un Lyme, ok. Mais parce que si vous vous intéressez à la maladie de Lyme, en fait, aujourd'hui, maladie de Lyme, c'est une quarantaine ou une cinquantaine de pathologies. Enfin, je veux dire, c'est juste énorme, quoi. En gros, vous avez 2-3 symptômes qui correspondent à des maladies, on va vous dire que c'est un Lyme. Mais oui, non, enfin, je sais pas. Oui, mais c'est parce que vous avez une liste exhaustive, tout comme le sida. En fonction des tests qu'on peut vous faire, on va vous dire ouais vous avez le sida, mais non en fait c'est oui mais parce que vous correspondez aux 40 ou 50 ou 70 maladies par rapport au sida, enfin c'est juste énorme. Donc là il y a un peu, je pense qu'il faut remettre les pieds sur terre et redevenir logique quoi. Ok. Je ne sais où vous consulter. Contact gp44@gmail.com, ça c'est mon adresse mail, on prend contact, puis je fais les séances en visio, au téléphone ou bien en présentiel, hein, mais que ce soit en visio ou en présentiel, en fait ça se passe exactement de la même façon, j'ai pas besoin de venir vous toucher pour vous accompagner dans un rétablissement vers un bien-être.
je ne vais absolument pas employer certains termes, puisque je n'ai pas le droit de les employer. D'une, je ne suis pas médecin, et de deux, bah, ça serait faire pratiquer les cas de la médecine, chose que je ne fais pas et que je ne veux pas faire, évidemment. Et c'est surtout qu'il y a des termes, bah, je ne suis pas là pour vous vendre des guérisons miraculeuses, je suis juste là pour vous accompagner, pour en fait aller mieux et peut-être en effet faire en sorte que vous retrouviez un état normal de santé. Après, il y a mon site, c'est boostez-vous.fr. Donc si je reviens sur une autre façon, d'autres blocages qui vont faire en sorte que la personne ne sera pas à 100% dans sa guérison, eh bien, en effet, il y a certaines personnes qui, étant donné qu'elles sont malades, étant donné qu'elles sont dans la souffrance, eh ben, d'un seul coup, on prend soin d'elles. D'un seul coup, elles ont de l'importance. D'un seul coup, c'est comme si elles qui ont été un petit peu dénigrées toute leur vie, qui ont un peu, comment dire, qui n'ont pas eu toute l'attention qu'elles espéraient, du jour au lendemain, parce qu'elles sont dans des souffrances, parce qu'en effet ça va pas, parce qu'elles sont fatiguées, parce que ceci, parce que cela, parce qu'elles prennent beaucoup de médicaments, et bien d'un seul coup elles attirent beaucoup d'intérêt de la part de leur entourage, et peut-être que leur mari ou leur compagne du coup vont prendre soin d'elles. En effet, elles vont voir les infirmières, les aides-soignantes qui viennent à domicile, et ce sont des gens qui sont bienveillants et qui vont prendre soin d'elles. Et voilà, mais moi je veux dire, ça s'explique très bien que cette personne, consciemment, sûrement un petit peu, et inconsciemment, oui à 100%, elle veut pas guérir. Ça se comprend tout à fait. Parce que du jour au lendemain, elle est passée d'un état de je suis invisible pour la plupart des gens qui m'entourent à ah ok, j'ai de l'importance pour ces personnes-là. Donc là, du coup, il y a tout un travail à aller faire pour que la personne se revalorise, parce que souvent c'est dû à des grosses blessures de dévalorisation liées à l'enfance, de manière à pouvoir aller chercher ce qui conditionne ces dévalorisations et le fait qu'elles ont besoin des autres pour se sentir valorisées. Et notamment, la maladie est quelque part l'arbre qui cache la forêt par rapport à son mal-être intérieur. Donc si vous avez des questions sur la chat, n'hésitez pas, je suis là pour y répondre. C'est open bar au niveau du chat, posez-moi des questions, il n'y a pas de souci. Autre blocage, comment dire, mémoire inconsciente qui peut faire en sorte que la personne inconsciemment ne veut pas guérir, eh bien ça va être en fait parce que pour elle, il y a comme des deuils qui n'ont pas été faits dans sa vie. Je m'explique. Imaginons une personne qui a perdu des êtres chers, alors que ça peut être ses parents, ça peut être des amis, ça peut être sa compagne ou son conjoint, voilà, qui est décédé il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans. La personne, qu'elle ait 40, 50, 60, 70 ans, 80 ans, 90 ans, s'il y a des deuils qu'elle n'a pas fait, eh bien, quelque part, elle se programme une fin de vie. C'est-à-dire que quand la pathologie va venir la frapper, en tout cas quand on va lui apprendre qu'elle a un cancer ou qu'elle a une maladie vraiment qui peut être difficile à soigner, eh bien elle se dit ok, je suis foutu et je vais rejoindre les autres, ou ok, là c'est mon tour. Alors soit on respecte quelque part son choix par rapport à ça, mais est-ce que quelque part, si cette personne n'avait pas réalisé complètement ses deuils qu'elle n'a pas fait par rapport à la perte de ses êtres chers, eh bien est-ce qu'elle ne chercherait pas un peu plus à se battre par rapport à la pathologie? Et ce qui se passe, c'est que là, je pense plutôt à des personnes qui sont d'un certain âge, qui vont avoir 60, 70 ans, et encore 60, 70 ans, je veux dire, on a entre 20, 30 ans, peut-être même plus de 30 ans encore de vie à vivre, et je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais si on vous dit demain vous avez encore 20 ans à vivre, ok, on y va, et puis on y va plein pot, puis on va essayer de se faire plaisir pour les restes de nos jours. Bon, évidemment, nous, on ne va pas se le dire, on se dit, il y en a peut-être parmi vous qui pensent déjà à la mort, mais moi je pense absolument pas du tout à ma fin de vie, quoi. Je vis complètement, j'essaye en tout cas de vivre complètement l'instant présent. Et avec beaucoup de projections, avec beaucoup de projets, et envie de rassembler. Bon, après, vous verrez sur mes autres lives, mais pour certains, vous savez de quoi je parle, quoi. Donc, quelque part, une personne va se faire soigner, mais ce qui se passe, c'est que elle n'est pas à 100% dans sa volonté de guérir, puisque pour elle, c'est, entre guillemets, une excuse pour partir rejoindre les autres. Donc ça, il faut savoir être à l'écoute de ça. Parce que peut-être que si en effet la personne en âme et conscience, elle n'a plus goût à la vie,
peut-être qu'on peut respecter ça. Une personne qui vient me voir en séance par rapport à ça, on va aborder ce sujet-là, parce que c'est peut-être quelqu'un qui a un fond dépressif depuis des années, ça n'a jamais été diagnostiqué, et en effet, si elle n'était pas avec ce fond dépressif, eh bien, elle ne serait pas du tout dans cet état d'esprit, et puis elle serait là battante par rapport à cette pathologie. Mais vraiment, après, c'est propre à chaque personne. Donc c'est ça, c'est que moi, je suis pas un sauveur. Les médecins, théoriquement non plus, ne sont pas des sauveurs. Et il faut savoir aussi écouter quelle est la demande de la personne, quel est en son fort intérieur, quelle est sa position par rapport à la fin de vie. C'est-à-dire que j'ai l'exemple d'un monsieur qui, alors lui, c'était maladie de Creutzfeldt-Jakob. Maladie de Creutzfeldt-Jakob, donc il était quasiment en phase terminale de vie. Et donc, il était alité, il était assisté de partout, et en fait sa femme voulait le garder avec lui parce que c'est elle qui n'acceptait pas en fait qu'il parte. Okay, ce qui se conçoit parce qu'il y a de l'amour, évidemment, là c'était un superbe couple, et puis il y avait de l'amour entre tous les deux, et en constellant les deux personnes, quelque part, c'était elle qui le retenait, c'est-à-dire que lui, il avait une soixantaine d'années, pour lui, il avait vécu la vie qu'il devait mener, il avait fait son chemin, c'était ok. Et en plus, il ne voulait plus vivre dans des souffrances. Sauf que sa femme, qui avait beaucoup d'amour pour lui, n'avait envie que d'une chose, c'est qu'il guérisse, qu'il aille mieux, et qu'ils puissent continuer leur vie tous les deux. Donc là, dans ces cas-là, l'accompagnement consiste à accompagner le futur défunt de manière à ce qu'il puisse partir en paix. Et c'est d'accompagner aussi sa femme en lui montrant que, en effet, lui, il va partir à un moment ou à un autre, mais c'est de pouvoir accepter le deuil, c'est de pouvoir faire une préparation au deuil et de pouvoir faire une préparation au départ. Donc ça, c'est tout un cheminement personnel qu'il y a à faire, mais c'est nécessaire dans beaucoup de cas. Alors j'écoute là, tout d'abord, merci, ok. Ne se guérit pas car métastatique, puis se guérir par une déprogramme. Ouais, Corinne, je te dis oui avec un grand oui. Pourquoi? Alors, donc on parle de métastase. Alors, demandez à votre médecin si la science a déjà trouvé des métastases dans le sang. Donc les métastases, on est bien d'accord, admettons une personne a un cancer du pancréas. Généralement, c'est du cancer virulent. Ouais, parce qu'en fait, la personne, je vous explique, cancer du pancréas, la personne, elle est dans un conflit actif. C'est-à-dire qu'émotionnellement, elle est vraiment en train de vivre un conflit émotionnel très très important. Donc au niveau de son pancréas, il va y avoir prolifération de cellules de manière à avoir un pancréas beaucoup plus performant pour répondre à son conflit émotionnel. Ok ? On lui détecte ça. Si elle ne fait pas de CCR, tant mieux. Première chose, si elle fait CCR, là, va falloir agir là-dessus directement. C'est la priorité des priorités avant d'agir sur le conflit émotionnel qu'elle est en train de vivre. Et puis on va dire, ouais, mais ce qu'il y a, c'est qu'elle fait des métastases au poumon. Ok, elle a des métastases au poumon. Ok, elle a des métastases au foie. Ok, et puis, il va y en avoir dans le tube digestif. Ok, mais alors qu'est-ce qui se passe? Sachant qu'il n'y aura, alors je vous le dis, la science n'a jamais trouvé de cellules cancéreuses véhiculées par le sang qui allaient se mettre dans un organe. Ça n'existe pas. Comment que ça se fait qu'on dit qu'il y a un cancer dans un organe et ça s'est propagé aux autres? Parce que c'est un constat, parce qu'en effet, c'est ce qui peut se passer chez beaucoup de personnes, mais on ne sait pas comment ça se fait. Ou ils vont peut-être trouver des explications. À la limite, on va donner une explication parce qu'il faut trouver une explication pour justifier. Moi, ce que je vais te répondre par rapport aux métastases, c'est que cancer du poumon, c'est la peur de mourir. Cancer du foie, c'est la peur de manquer. Une personne, si elle apprend qu'elle a un cancer du pancréas, si pour elle, tout de suite, là-haut, ça percute et elle se dit oh, cancer du pancréas, mais il est très virulent celui-là. Et puis je connais 2 personnes qui sont déjà mortes du cancer du pancréas. Prochaine personne à y passer, c'est moi. Peur de mourir? Peur de mourir, c'est cancer du poumon. Donc en fait, sa perception par rapport à son premier cancer va déclencher ce qu'ils appellent des métastases, mais c'est donc les tumeurs, dans les autres organes. Et chaque organe ayant une symbolique, on va très bien l'expliquer. Cancer du foie, peur de manquer, c'est-à-dire que le foie, lui, il est là pour stocker du sucre, stocker du glucose, il stocke de l'énergie. Si la personne se dit, ouais, mais là, en effet, j'ai cette pathologie, j'ai un cancer. Ouais, mais ce qu'il y a, c'est que j'ai un prêt immobilier sur ma maison, j'ai un prêt pour ma voiture,
je vais perdre mon boulot, qu'est-ce que va devenir ma femme ou qu'est-ce que va devenir mon mari, on va perdre de l'argent, peur de manquer. C'est énorme, cancer du foie. Ah oui, parce que quelqu'un qui a la peur de manquer, programme biologique de survie, je vais faire en sorte de pouvoir stocker beaucoup plus d'énergie. Donc je vais faire grossir mon foie. On déprogramme, je veux dire, chaque organe va avoir une symbolique émotionnelle. Donc on va aller chercher les ressentis émotionnels de la personne. Alors, moi, en constellation familiale et systémique que je vais faire en individuel, mon but, c'est pas de parler pendant des heures, des jours avec la personne pour la faire parler sur ce qu'elle ressent. C'est pas mon métier, c'est pas mon job, là c'est le métier d'un psy, ou d'autres praticiens sont là pour faire parler les gens. Moi je me dis, la personne, j'ai là avec 1 heure avec moi, on va droit au but. Donc c'est moi qui vais chercher le ressenti émotionnel. Ensemble, elle va se libérer de cette énergie, c'est des stress, des contrariétés, des colères, elle va se libérer de ces énergies qui conditionnent ces différentes pathologies les unes après les autres. Sachant, comme je vous le dis et vous le répète, on commencera par les CCR si jamais la personne fait de la rétention d'eau, parce que c'est ça qui va tout développer. Ok? Ah bah vous incitez avec les CCR en fait. Voilà, merci Emmanuel. Ouais. CCR, ça veut dire canaux collecteurs d'airain. C'est un réflexe archaïque de survie. Alors je vais le développer parce que là vous insistez. Pourquoi est-ce qu'en mode survie, on va faire de la rétention d'eau en verrouillant les canaux collecteurs d'airain? C'est très simple. Il y a plusieurs centaines de millions d'années, vivaient des poissons dans les océans. Et lorsqu'ils s'échouaient sur la plage, par une vague, donc il y en a certains qui ont commencé à développer des pattes, qui sont devenus des lézards, et je crois qu'après, dans l'évolution des êtres vivants, les lézards sont revenus dans l'eau. Mais donc, ces premiers êtres vivants qui pouvaient y avoir sur Terre, en fait, lorsqu'ils se retrouvaient échoués sur la plage, étaient séparés de leur élément vital, qu'est l'eau. Quel était pour eux le meilleur moyen d'assurer leur survie? Faire de la rétention d'eau. C'est-à-dire garder leur eau qu'ils pouvaient avoir en eux, parce qu'ils étaient en train de sécher au soleil, le temps qu'il y ait une vague qui vienne les remporter et les ramène dans l'eau, dans l'océan. Eh bien, ce réflexe archaïque de survie, ce programme biologique de survie, est conditionné depuis la nuit des temps, depuis que les premiers êtres vivants sur Terre étaient des poissons. Et nous, aujourd'hui, on a gardé exactement le même réflexe par rapport à si on se sent, ça peut être abandonné de tous, hein, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, c'est le conflit des réfugiés, des gens qui ont tout perdu, qui ont tout laissé, eh bien, peuvent déclencher un CCR. Donc là, c'est pareil, CCR, du coup, vous comprenez que c'est du conflit actif. Alors, pourquoi ça dure dans le temps un CCR? Vous avez, alors moi, je sais que j'ai beaucoup de femmes qui viennent me consulter et elles sont avec leur petite bouteille. Pourquoi plus les femmes que les hommes? Je sais pas. Hein, ça après, moi, j'observe plutôt ça chez les femmes que chez les hommes. Après, il y a peut-être beaucoup d'hommes qui ont en effet bouche sèche et gorge sèche, je sais pas. Mais donc, la personne, inconsciemment, a verrouillé cette sensation de tout me tombe dessus et elle va avoir ses CCR de verrouillé pendant des années, jusqu'à ce qu'elle vienne voir des praticiens comme moi qui sont au courant de ces notions-là. On déverrouille les CCR et c'est quasiment instantané que la personne va aux toilettes pour aller uriner. Et vraiment, dans des cas plus extrêmes, ce sont des personnes qui vont mouiller les draps la nuit, jusqu'à même vraiment tacher les draps, tellement elles vont transpirer la nuit, parce que le corps a emmagasiné des litres de flotte en trop, quoi. Et à ce moment-là, ça part et par les urines et par la transpiration. Et ça se passe généralement la nuit. J'irai pas plus loin sur les CCR. Après, comme je vous ai dit, je fais une formation en mai qui est soit en présentiel, soit en visio. Béatrice, ok. CCR, point d'interrogation. En fait, tu viens juste d'arriver, donc je t'invite à regarder le live depuis le début. Il sera en replay sur Facebook. Et donc, tu comprendras ce dont je parle. Est-ce que vous avez des questions? Voilà, n'hésitez pas. J'ai à peu près fait le tour, moi, de mes blocages inconscients qui freinent les personnes pour aller mieux. Bonsoir, et si rétention depuis l'adolescence? Ouais, pourquoi pas? Qu'est-ce qui explique qu'à l'adolescence, peut-être qu'à l'adolescence, la personne a vécu un conflit émotionnel où
C'est un choc émotionnel. Après, c'est vraiment la perception qu'a pu avoir la personne par rapport à comment dire, à ce qu'elle a vécu. Hein. C'est vraiment un choc émotionnel. Alors, Béatrice et les pleurs. Alors, je sais pas, est-ce qu'il y a une question ou pas, ou c'est juste une affirmation? Voilà, c'est tout. Ok, bon, tu me dis ok, merci. Ça marche. Euh, donc, quand une personne va apprendre en effet qu'elle a une pathologie lourde, généralement, elle va se mettre en position de victime, c'est-à-dire qu'elle va se dire, ben là, je me sens un peu impuissante, ok, je vais faire confiance au médical, je vais faire confiance à la médecine, ou pas d'ailleurs, parce qu'il y en a qui ne font pas confiance aux médecins. Après, c'est libre à chaque personne, hein, tout à fait, par rapport à son vécu, par rapport à ce qu'elle peut entendre à droite à gauche. Mais donc, qu'est-ce que je voulais dire c'est vraiment cette notion de comment est-ce que cette information qu'on va avoir, ok, c'est une information, cette information qu'on va avoir, qu'est-ce que ça vient frapper en nous? Qu'est-ce que ça vient créer en nous, le fait d'apprendre que, bah, je sais pas, on a un cancer des os, cancer de la peau, un mélanome, un papillomavirus. Je vais vous parler du papillomavirus, ok? La science a découvert que lorsqu'une femme avait, entre guillemets, un cancer du col de l'utérus, ils ont observé que, il y a des virus liés au papilloma, donc il y a plein de souches de papilloma différentes, mais à chaque fois que la personne avait une prolifération anarchique de cellules au niveau du col de l'utérus, il y avait le virus qui était là, donc on a dit, eh ben, ce sont les papillomavirus qui créent le cancer. Ok? Alors je vais vous parler d'une petite histoire. L'autre jour, il y a une maison, il y avait les pompiers qui étaient là, parce que la maison avait eu un incendie. Et puis je me souviens qu'il y a 3 ans, eh ben, c'était pareil, dans un bois, il y avait une camionnette de pompiers et il y avait eu un incendie. Et puis l'autre jour, sur l'autoroute, il y avait une voiture en feu et il y avait les pompiers. Et je vais vous dire une chose, ce sont les pompiers qui créent les incendies. Parce que moi j'ai observé qu'à chaque fois qu'il y avait eu un incendie, il y avait une camionnette de pompiers. Vous comprenez la logique? Là le truc, c'est pas parce qu'il y a des papillomavirus qui sont présents quand il y a un cancer du col de l'utérus que c'est forcément le papillomavirus qui crée le cancer. Est-ce que c'est forcément les pompiers qui créent les incendies? Ah je vous pose la question. Ok? En décodage biologique des maladies, ce qu'on voit, c'est que le corps est tellement bien fait, notre corps physique est en symbiose avec les microbes. Vous avez 3000 microbes au centimètre carré sur la peau. Vous avez 3000 microbes au centimètre carré sur la peau. Est-ce que vous êtes malade en permanence? Non. Vous avez des souches de staphylocoques dans les sinus. Est-ce que vous déclenchez une pathologie en relation avec les staphylocoques en permanence? Non. Théoriquement, si on en croit la science, on devrait être en permanence malade, en train de lutter, une lutte acharnée contre ces microbes qui sont méchants et qui nous veulent du mal. Eh ben non, c'est pas du tout ce qui se passe. On a besoin de cette flore, de ce microbiote sur la peau, dans nos sinus, dans la bouche, dans tout notre tube digestif. Attendez, il faut quand même savoir qu'on héberge beaucoup plus de bactéries dans nos intestins que nous avons de cellules qui forment notre corps. C'est-à-dire qu'en gros, je dirais que notre corps, il est là pour héberger les microbes. Les microbes ne sont pas là pour nous tuer obligatoirement et ne sont pas là pour être contre nous. On vit avec et heureusement qu'ils sont là, autrement, s'il n'y avait pas de microbes, on serait tous morts, on ne pourrait pas vivre. Si vous n'aviez pas de flore intestinale, vous ne pourriez pas digérer, vous ne pourriez rien, ok? Papillomavirus. Qu'est-ce qui se passe? Demain, une femme me consulte, elle me dit « J'ai un cancer du col de l'utérus ». Je lui dis « Ok ». Je vais lui parler de son compagnon. Je vais lui parler de sa sexualité. Qu'est-ce qu'elle a vécu avec son compagnon? Elle va me dire « Ouais, ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Et depuis, ça faisait à peu près 1 an, je me disais qu'il devait avoir une autre compagne, qu'il allait voir ailleurs. Il n'était pas volage avant, mais il allait voir ailleurs. Voilà. Et puis en fait, il y a 3 mois, on s'est séparés. Parce que, en effet, je l'ai surpris avec quelqu'un. Et peu de temps après, j'ai déclenché mon cancer du col de l'utérus. Ok? Quel a été ton conflit? J'avais peur
de perdre mon conjoint pendant toute cette période où je suspectais qu'il allait voir quelqu'un. Et je me suis senti un petit peu impuissante, mais c'est surtout qu'il y avait un conflit sexuel, c'est-à-dire qu'elle-même, inconsciemment, ne se sentait pas suffisamment prête, ou en tout cas être la bonne personne pour garder, accueillir son conjoint. Donc ce qui se passe, c'est que pendant toute cette période où elle a vécu ce doute, cette peur que son conjoint aille ailleurs, et en effet, ça s'est confirmé qu'il allait ailleurs, elle était en conflit émotionnel actif, zéro symptôme. Physiquement, zéro symptôme. Ok ? Le jour où ça va mieux, elle déclenche son cancer du col de l'utérus. Oui, parce que le cancer du col de l'utérus, c'est une phase de réparation. C'est parce que ça va mieux. Il a fallu qu'elle quitte son conjoint pour ne plus être dans son conflit, dans ce conflit, d'avoir peur, d'être dans l'incertitude, de suspecter que son homme allait voir ailleurs. Et donc, ce qui se passe, c'est que le corps humain va utiliser les virus pour refabriquer de la masse, refabriquer de la matière. Donc quand vous avez un papillomavirus ou une souche de papillomavirus qui est au niveau du col de l'utérus, qui a prolifération de cellules, eh bien en fait c'est pareil, ça répond à un programme biologique de survie. Alors je vais sûrement choquer plus d'un derrière l'écran. Maintenant personne n'est obligé de me croire, sauf que quand une personne me consulte par rapport à un cancer du col de l'utérus et que je lui explique tout ça et qu'elle arrive à se soulager de tous ces conflits émotionnels et que quelques semaines plus tard, la pathologie a quasiment disparu à 100%, je pense que je suis dans le vrai. Voilà, c'est juste que je pense que je suis dans le vrai. Ok ? Zéro médicament, on agit sur la psyché de la personne. Pour toutes les pathologies, c'est pareil. Donc là, il y a Nicole qui me pose une question sur l'endométriose. Alors tu pourras chercher, regarder sur Facebook. Hein, j'ai déjà fait un live, je crois, que sur l'endométriose. Donc je t'invite à le regarder, ça dure 1 heure. Et tu sauras quasiment tout en long, en large et en travers sur l'endométriose. Je peux juste vous faire un partage sur l'endométriose parce que l'endométriose, c'est quoi? C'est l'endomètre, en fait, c'est la paroi interne de l'utérus. C'est elle qui va accueillir l'œuf, le fœtus, l'enfant, ok, qui va accueillir le placenta. L'endométriose, c'est prolifération de ces cellules de l'endomètre, mais autour de l'utérus, sur les ovaires, il peut même y en avoir ailleurs sur d'autres organes. Bref, le truc, c'est on comprend pas ce qui se passe. Comment que ça se fait que c'est comme si vous aviez des ongles qui se mettaient à pousser au bout des oreilles, quoi. Pourquoi est-ce que je vais avoir des cellules de l'endomètre qui prolifèrent à droite à gauche à l'intérieur de moi? J'ai eu une personne, une jeune fille entre 20 et 30 ans qui m'a consulté. Elle me dit, bah voilà, j'ai été diagnostiqué endométriose depuis le début d'année, donc grosse douleur au niveau des règles, voilà, donc ça lui a vraiment changé la vie un peu au niveau de ses menstruations. Donc je lui dis, ok, on fait une séance en individuel. Je lui dis, bah, ok, on va aller chercher qu'est-ce qui s'est passé peu de temps avant que tu aies ces premiers symptômes d'endométriose. Je lui dis, bah, est-ce que tu n'as pas ressenti une énorme colère? Recherche. Elle me dit, oui, c'est par rapport à mon père. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, mon père m'a appris pour la 2e fois qu'il se séparait de sa compagne. Et j'étais vraiment très en colère. Alors je lui dis, bah, pourquoi tu étais très en colère? Bah, parce que quand j'avais 6 ans, là aussi, là par contre, il s'est séparé de ma mère. Et j'ai vraiment très très mal vécu l'événement. Ok. Là, ce qui est intéressant, c'est que son énorme colère de décembre dernier était conditionnée par une colère que son enfant intérieur n'a jamais réussi à exprimer suite à une séparation. Mais en fait, c'est juste un événement qui se répète, je dirais, une vingtaine d'années plus tard. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que là, on a ce qu'on appelle en décodage biologique un programmant et un déclenchant. Le déclenchant, c'est ce qu'elle a vécu en décembre. Mais dans son programmant, quand elle avait 6 ans, je voyais pas trop l'origine avec l'endométriose. Et je lui dis, ouais, mais il y a un autre truc. Elle me dit, ouais, quand j'étais adolescente, en fait, bah, du coup, je vivais avec ma mère et mon frère. Et en fait, bah, ma mère était en souffrance et c'était moi qui prenais soin de tous les deux. Et j'ai déménagé pour aller habiter chez mon père. Et en fait, je m'en suis énormément voulu de les quitter et de ne plus avoir à prendre soin d'eux. Et elle était adolescente. Et c'est là, par contre, où
on trouve l'origine émotionnelle vraiment de son endométriose, c'est-à-dire que c'est par rapport au nid. Hein. C'est un conflit de nid, c'est-à-dire que le nid, bah, c'est l'utérus qui va abriter l'enfant. Et donc, quelque part, bah, elle avait des ressentis émotionnels qui font que, en rapport avec ce déclenchant de décembre et la colère de séparation qu'elle a vis-à-vis de son père, eh bien, elle a déclenché son endométriose. Donc, on est allé déprogrammer tous ces conflits émotionnels inconscients de manière à ce qu'elle retrouve une paix consciemment et inconsciemment et qu'elle n'ait plus de problème d'endométriose, en tout cas qu'elle n'ait plus de douleur en relation avec l'endométriose. Donc voilà, est-ce que vous comprenez que, là, évidemment, ce soir, j'ai balancé le sujet des cancers, mais quelle que soit la pathologie lourde que la personne va avoir, eh bien, il peut y avoir vraiment des freins inconscients qui vont faire que elle ne sera pas à 100% pour sa guérison, et ça lui appartient. Ok ? Alors, j'ai pas parlé de transgénérationnel, mais en effet, un cancer peut être conditionné parce que un ancêtre a vécu un conflit émotionnel. Vous êtes en loyauté avec cet ancêtre. Vous avez quasiment vécu un événement presque identique. En tout cas, vous allez avoir un ressenti émotionnel très très proche et vous allez déclencher la pathologie. Donc, on n'ira pas chercher que l'information dans votre vécu, dans votre enfant intérieur ou quand vous étiez dans l'utérus de votre maman, mais on ira aussi chercher dans du transgénérationnel pour vous déprogrammer de loyauté envers les ancêtres. Ouais. Ok. Eh bien, merci Emmanuel, merci Laurence, merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une très belle soirée. Cette vidéo est en replay sur Facebook. N'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager. Allez voir sur Facebook, sur ma page Facebook, il y a tout un tas de Facebook Live. J'en fais un tous les mercredis soirs, donc vous avez le choix. Il y a aussi sur les allergies. Voilà, s'il y en a qui sont allergiques en ce moment, bah, allez voir mon Facebook Live sur les allergies. Je veux dire, ça se déprogramme super bien. Ce qui doit être énervant, je pense, c'est d'avoir un mec qui est en face, là, qui est devant sa caméra et qui a super confiance en ce qu'il fait et à la limite, ça paraît simple. Mais si vous saviez à quel point ça peut être simple, certaines choses, vous seriez comme moi dans un état d'optimisme vraiment, vraiment important, quoi. Eh bien, merci à vous tous et à vous toutes. Mon site internet, c'est boostez-vous.fr. Mon adresse mail, contact gp44@gmail.com. À très bientôt, bonne soirée.